Bien sûr que nous allons continuer à descendre dans les rues jusqu'à ce que nous soyons libres au Venezuela et que nous mettions ce pays sur la voie du progrès. Nous sommes fatigués de la corruption, fatigués de devoir faire la queue, fatigués que tous les jours ils nous lancent au visage cette supposée guerre économique. Chaque jour, pour obtenir de la nourriture, les Vénézuéliens sont obligés de faire la queue. L'accès aux services publics et à l'électricité sont aussi limités. Une situation économique qui alimente la contestation contre le président Maduro, fils spirituel de l'ancien chef de l'État, Hugo Chavez. Mais c'est surtout sa décision de proclamer l'état d'exception qui a mis le feu aux poudres. Le décret signé par Nicolas Maduro donne à l'armée des pouvoirs accrus pendant 60 jours. Une dérive autoritaire rejetée dans la nuit de mardi à mercredi par l'opposition majoritaire au Parlement. La situation qui existe aujourd'hui peut être gérée à travers des mesures normales dont l'exécutif dispose grâce à la Constitution, et il y en a beaucoup. Avec près de 2 millions de signatures, une pétition réclame un référendum sur la destitution du chef de l'État, un vote immédiatement écarté par le principal intéressé. Le point de départ le plus important des migrants vers l'Europe reste la Libye. Comment les pays du continent africain et l'Italie peuvent-ils œuvrer pour y remédier? C'est tout l'objet d'un sommet qui se tient à Rome. Lundi, grandes puissances et pays voisins de la Libye avaient décidé de réarmer le gouvernement d'union nationale à Tripoli. Je vous propose d'écouter le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Nous avons beaucoup de jeunes sénégalais également qui partent vers la Libye, à partir du Niger, qui attendent la moindre occasion pour embarquer dans des pirogues de fortune pour relier l'Europe. Donc là aussi, il faut qu'on travaille davantage sur la situation sécuritaire en Libye. Stabiliser la Libye, faire revenir l'État en Libye, et ça nous permettra également de lutter contre la migration irrégulière clandestine. L'armée nigériane a retrouvé l'une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par les islamistes de Boko Haram. Elle était à l'époque âgée de 17 ans. Nous en savons assez peu sur la manière dont elle a été retrouvée. Inès Olagaray. La nouvelle fait l'ouverture des journaux télévisés au Nigeria. L'une des lycéennes de Chibok aurait été retrouvée saine et sauve par les forces de sécurité civile. La jeune fille, identifiée comme Amina Ali, a été enlevée avec plus de 200 autres de ses camarades d'école à Chibok, dans l'état de Borno, en avril 2014. D'après l'armée nigériane et des responsables locaux, Amina est découverte mardi, en enfant au bras, dans la forêt de Sambisa, l'un des bastions de Boko Haram. Pour le groupe de soutien Bring Back Our Girls, c'est une nouvelle inespérée qui pourrait être porteuse d'espoir. La première information qu'elle a pu nous fournir malheureusement dit qu'environ 6 autres filles seraient décédées au cours de ces 765 jours. Il y a un peu plus de 2 ans, des membres de Boko Haram ont attaqué un établissement scolaire de Chibok, emmenant avec eux 276 lycéennes. Dans les heures suivant l'assaut, une cinquantaine d'entre elles avaient réussi à s'échapper. Boko Haram avait ensuite envoyé, 1 mois plus tard, cette vidéo où toutes les jeunes captives apparaissent voilées et récitant le Coran. Ce n'est qu'en avril dernier que le groupe transmet une nouvelle preuve de vie des jeunes filles, quelques photos et une seconde vidéo. L'enlèvement des filles de Chibok avait soulevé une vague mondiale d'émotion et d'indignation sous le slogan « Bring Back Our Girls ». À Cannes, la compétition se poursuit, 8e jour. Les 2 films présentés étaient ceux de Briante Mendoza, réalisateur philippin pour son long-métrage Marosa. Et puis La fille inconnue des frères Dardenne, Impression avec Thomas Borès qui suit pour nous ce festival. Retour au réel ce mercredi avec les 2 films présentés en compétition. Un retour au réel brutal mais pas franchement convaincant. En effet, avec La fille inconnue, les frères Dardenne, déjà lauréats de 2 Palmes d'Or, ont déçu et ont signé leur plus mauvais film à ce jour. C'est dire, le film tourne autour de la culpabilité d'une jeune médecin campée par Adèle Haenel après le meurtre d'une jeune fille. Voilà, le film avance mollement comme si les frères belges ne croyaient plus aux vertus expressives de leur propre mise en scène. Voilà, c'est une grosse déception. Et puis avec Marosa du Philippin Briante Mendoza, c'est pas brillant non plus. Les trottoirs de Manille, ils sont tristes, les flics, ils sont corrompus et le trafic de drogue bat son plein et le film de se complaire dans cet enfer. Voilà, alors on aime bien le social et le réel au cinéma bien sûr, mais s'il vous plaît, amis cinéastes, redonnez-nous du rêve et surtout musclez votre jeu.
Il est 22h14 à Paris. Semaine de mobilisation en France, c'est ce qui concentre l'attention tout au long de la semaine, principalement à propos de la loi sur le travail. Mais aujourd'hui, les policiers avaient aussi décidé de manifester contre la haine qui se manifeste à leur égard en marge des défilés depuis plusieurs semaines. Une de leurs voitures a été incendiée à Paris. L'opposition vénézuélienne tente d'obtenir la démission du président Maduro grâce à la rue, mais la contestation aujourd'hui a été contenue par les forces de l'ordre, l'opposition qui est une nouvelle fois appelée à la désobéissance. L'une des lycéennes enlevées il y a 2 ans par les terroristes de Boko Haram a été retrouvée à la lisière d'une forêt. Pas d'informations concernant les circonstances de sa libération. 276 jeunes femmes avaient été saisies violemment cette nuit-là. Le journal de l'économie à présent, c'est avec vous Myriam Mascarello, bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. Le PDG de Capgemini sera-t-il le prochain patron à nourrir la polémique ? Sauf coup de théâtre, Paul Hermelin va être augmenté de 18% pour l'année 2015, aux grandes dames des syndicats qui mettent en avant les excellents résultats de l'entreprise et l'absence totale de récompense pour les salariés. Cerise sur le gâteau, Paul Hermelin se dit, je cite, le seul PDG socialiste du CAC 40. Or hier encore, François Hollande parlait de plafonner la rémunération des patrons. Regardez. Après les polémiques sur les salaires de Carlos Ghosn chez Renault ou de Carlos Tavares pour PSA, les députés socialistes ont décidé de réagir et vont déposer un amendement à l'Assemblée. Une initiative soutenue par François Hollande. Le but, renforcer les pouvoirs des actionnaires. Dans les grands groupes, seuls les actionnaires pourraient valider la rémunération d'un patron. En clair, un conseil d'administration ne pourra plus passer en force, comme ça a été le cas il y a quelques jours chez Renault. Pour ce député, il est grand temps que les règles changent. C'est tout simplement que l'Assemblée générale soit souveraine. C'est le lieu de la démocratie, là où s'exprime la voix des actionnaires, donc des propriétaires de l'entreprise. Donc c'est à eux de déterminer combien ils rémunèrent un patron. La rémunération du PDG, le dossier était justement à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de Capgemini ce matin. La CGT s'insurge contre une hausse de 18% des revenus de son patron. Pour le syndicat, donner du pouvoir aux actionnaires est le seul moyen de lutter contre ces hausses de salaire. Ce sera un premier pas déjà vers une modération salariale des hauts dirigeants. Aujourd'hui, on nous demande une modération salariale pour les salariés, mais pas pour les hauts dirigeants. Bien qu'on inverse un petit peu les choses, au moins qu'on égalise les choses. Premier grand patron à réagir, le PDG de Total. Il se dit opposé à l'intervention de l'État. C'est un terrain extrêmement dangereux. Si des lois de cette nature sont prises, les sièges quitteront la France. Ce n'est pas une menace, c'est juste ce qui va se passer. Monsieur le Président. Le texte sera discuté à la fin du mois à l'Assemblée nationale. Nouveau scandale dans le secteur automobile au Japon. Après Mitsubishi, c'est Suzuki qui reconnaît que les tests de consommation effectués sur ces véhicules avant la mise sur le marché ne sont pas conformes. Comme pour Mitsubishi, seules les voitures vendues au Japon seraient concernées. Des scandales qui coûtent cher, en tout cas en cash comme en homme. Le PDG de Mitsubishi a annoncé sa démission aujourd'hui. Écoutez-le. J'ai pris la décision de quitter mes fonctions le 24 juin prochain à la suite de l'Assemblée générale des actionnaires afin de prendre toutes mes responsabilités. Et ce matin, le titre Suzuki Motors a plongé de 9% à la bourse de Tokyo. En revanche, la démission du patron de Mitsubishi est saluée par les marchés puisque l'action a pris près de 4%. Mais depuis le début du scandale en avril, cette action a perdu 40%. On reste au Japon avec une bonne surprise au premier trimestre. Le pays a évité la récession. Mieux, la croissance a nettement accéléré au cours des 3 premiers mois de l'année, plus 1,7% sur un an, au lieu des 0,2% attendus. Une croissance essentiellement tirée par la consommation des Japonais. Elle représente désormais 60% du PIB. Pas de sanctions européennes contre l'Espagne et le Portugal, du moins pas pour le moment. La Commission européenne donc a opté pour le sursis malgré les dérapages budgétaires des 2 pays en 2015. Motif officiel, une telle décision pourrait influer sur le cours des législatives espagnoles prévues le 26 juin. Mais le commissaire aux affaires économiques Pierre Moscovici dit aussi prendre en compte le fait que ces 2 pays ont subi la crise de plein fouet. Conséquence ou non, les marchés européens ont vu la journée plutôt en vert. Paris a terminé sur une hausse de 0,51%, plus 0,54% à Francfort, moins 0,03%
à Londres, donc l'équilibre. À Wall Street, en revanche, ça a pas mal swingé, tremblé après la publication des débats internes à la Fed, la Banque centrale américaine. Vous voyez la clôture, moins 0,02% pour le Dow Jones, donc équilibre, plus 0,50% pour le Nasdaq, plus 0,02%, équilibre aussi pour le S&P 500. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Banque centrale américaine? Eh bien, elle dit qu'elle n'exclut pas de relever les taux d'intérêt, et ce dès le mois de juin, et elle s'inquiète du fait que les marchés n'ont pas suffisamment anticipé, ce qui est vrai, et ce qui pourrait entraîner dans les jours prochains des turbulences sur les grands indices américains. En bref, et en France, le port pétrolier de Fos-sur-Mer pourrait se mettre en grève contre la loi travail. La menace est brandie par la CGT, syndicat ultra-majoritaire sur place. Le site abrite notamment 3 raffineries indispensables au bon fonctionnement de l'économie. La CGT n'exclut pas de les bloquer. Enfin, Xavier Niel recherche as de l'informatique désespérément. Le patron d'Iliade et de Free a déjà créé une école gratuite en France censée dénicher et former les petits génies du clavier. Eh bien, rebelote aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où là aussi l'école sera gratuite, et ça, c'est du jamais vu outre-Atlantique. Voilà pour l'économie. Je vous remercie Myriam pour ce journal. Karim Yaoui avec nous parler sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez sur cette manifestation en France des policiers qui dénoncent la haine. Des policiers et la haine de certains. C'est pas la majorité des Français. C'est pas la majorité des Français du tout, on va le voir, il y a un sondage qui le souligne. Alors c'est vrai que les policiers étaient rassemblés pour dire stop à ces violences qui sont à leur égard du côté de ces manifestations qui sont régulières contre la loi travail notamment, et même lorsque les policiers manifestent, les syndicats de police et les policiers ne sont pas d'accord sur les chiffres. 7000 selon les syndicats, 1000 selon la police. Alors les policiers en ont assez